Bonjour pèlerine, bonjour pèlerin, nous sommes le 6 mai 2024 et après ma série de vidéos sur Alice, me voici devant vous pour vous partager ce que j'ai compris de l'œuvre de C.J. Freeman et de Anna Cortés. Et d'ailleurs, c'est un heureux hasard que cette série de vidéos se déroule après le cycle d'Alice, parce que Alice au pays des merveilles, c'est un univers qui est très présent dans la vie d'Anna Cortés, puisque j'ai lu que Monsieur Freeman incitait ses filles, lorsqu'elles étaient petites, à mémoriser les paroles du poème du Jabberwocky. Alors, je vous disais que je vais vous présenter un cycle de vidéos en essayant de vous partager comment cette belle collaboration est née, s'est tissée, a prospéré, comment elle se transmet, parce que dans cette œuvre, il y a également le plaisir de la transmission. Vous présenter la particularité de cette œuvre qui est en fait d'utiliser un jeu de 52 cartes pour les vivre comme des oracles qui s'intègrent dans une connexion à l'univers par le biais d'abord d'un calendrier lunaire fixe avec les oracles des cartes à jouer et puis ensuite dans un calendrier solaire par l'introduction du soleil ésotérique avec ce lion qu'on voit sur le dessus du coffret des portes de Somnépite. Donc une utilisation légèrement différente donc des oracles dans ce cadre-là. Et puis bien sûr l'utilisation de la géomancie. La géomancie qui est une autre, qui est une connexion complémentaire entre guillemets, parce qu'à l'origine, des figures inscrites sur la terre avec un bâton dans le sable, d'où divination par la terre. Mais bien que réalisées sur le sol, les figures géomantiques étaient comprises comme des reflets du ciel, considérée comme une formation d'étoiles avec ses dirigeants planétaires et leurs implications cachées. Elles peuvent fournir des significations supplémentaires dans l'interprétation. Moi, j'avoue que je n'en suis pas là. L'univers est bien représenté. Donc, je vais essayer de partager leurs particularités. Donc aujourd'hui, je vous emmène franchir cette porte qui est la porte d'Agana. La porte d'Agana, c'est l'as de cœur. Agana, c'est le nom magique de ce royaume auquel appartient l'as de cœur. L'as de cœur, c'est le puits des sentiments, c'est l'enfance. Quoi de mieux pour entrer dans cet univers et vous faire partager, vous faire comprendre ce qui a conduit Anna Cortés à intégrer les oracles dans sa vie et le lien qui s'est noué avec son père à travers ses cartes. Voilà. Donc à ce sujet, j'en profiterai pour vous présenter certaines cartes donc, qui n'ont pas forcément été éditées d'ailleurs, donc vous pourrez ainsi voir l'évolution à travers le récit de la vie d'Anna Cortés et de son père. Et puis je terminerai par une rétrospective des éditions de l'ensemble de leur deck. Et je voudrais vous préciser que j'ai eu pour cela l'autorisation d'Anna Cortés d'utiliser des photos de sa chaîne YouTube. Donc chaîne YouTube qui s'appelle Anna Cortés,
C'est vraiment un plaisir de, de bénéficier de son savoir, de sa transmission, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui aime transmettre, comme son père, qui est à la fois dans une simplicité dans cet acte-là. Première vidéo, ce sera ça. Deuxième vidéo, je vous présenterai la signification des cartes par le biais d'un diaporama où vous pourrez constater la différence sur un plan esthétique uniquement entre les cartes de Playing Cards Oracle et puis les portes de Somnipit. J'illustrerai ce diaporama avec la base numérologique. Dans une troisième vidéo, je vous proposerai d'entrer un peu plus dans l'univers de The Playing Card Oracle, donc en reprenant les cartes et sans dévoiler l'ensemble de l'œuvre, bien sûr, d'une manière synthétique, partager avec vous cet univers conçu par M. Freeman et Anna Cortez. Et puis ensuite, je ferai la même chose avec les portes de Somnipit. Donc là, j'aurai terminé la traduction des portes de Somnipit pour mon usage personnel. Et je vous présenterai un petit peu ce que j'ai fait. C'est aussi l'occasion de vous montrer que même si vous ne parlez pas l'anglais, moi par exemple je ne parle pas l'anglais, hein, je comprends l'anglais au niveau de l'écoute et puis je croise des traducteurs. Et aujourd'hui avec les outils qu'on a, ben, on est tout à fait capable de faire ce travail et donc ça nous permet de bénéficier des jeux anglo-saxons et puis de les utiliser dans notre vie courante. C'est intéressant et en plus c'est aussi un acte de création et un acte de cheminement dans le jeu. Donc vous voyez par exemple sur le travail que j'ai fait pour ce deck-là, eh bien j'ai mis en fait, j'ai décidé de mettre les petites photos en fait des cartes parce que il m'a semblé que c'était plus facile en fait de mémoriser la carte et la signification quand on avait une photo. Bon voilà, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Je pense que c'est ça qui est important. Chacun a sa manière pour se connecter aux cartes. Et se connecter aux cartes, c'est pas uniquement faire la lecture des cartes. Voilà, moi j'aime beaucoup aussi découvrir les auteurs, lire les auteurs et les artistes et découvrir à la lumière de la vision du créateur l'œuvre, parce que je trouve qu'il y a une épaisseur, une profondeur qui est irremplaçable. Voilà, c'est ma vision des choses. Après, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, ils prennent les cartes, paf, paf, ils lisent, voilà. Moi, je ne lis pas à tour de bras et je lis vraiment à des moments précis. Je me fais des lectures à des moments précis et j'attache beaucoup d'importance à la manière dont je pose les questions. Et comme le fait d'ailleurs Anna Cortez dans la deuxième partie de ce livre, où elle parle de sa vision de la lecture, j'essaie de ne pas poser deux fois la même question. Voilà, donc troisième ou quatrième vidéo, les portes de Somnipit. Et puis après, je verrai si je vous propose, selon mon audience, voilà. Si ça n'intéresse pas les gens, si c'est pas utile, je le ferai pas. Je ferai donc, si ça intéresse, un tirage donc de Playing Card Oracle en suivant les préconisations que je signifierai au fur et à mesure, dans ces cas-là, d'Anna Cortez. Et même chose pour un tirage particulier aux portes du Somnipit.
Et avant d'entrer donc dans le royaume d'Agana, je voulais juste vous préciser que j'ai décidé que j'arrêtais de faire ces vidéos parce que mon audience est assez confidentielle. Donc j'ai l'impression de ne pas être particulièrement utile. Et donc j'ai décidé de prendre la poudre d'escampette. Voilà. Sauf coup de cœur avec la sortie du prochain deck d'Étienne Grobler. Par exemple d'Anna Cortez, si elle en sort d'autres. Voilà mes créatrices, mes créateurs préférés, des decks que je suis en train de découvrir, que j'ai depuis longtemps, mais que je suis en train de découvrir. Voilà, mais pas d'une manière régulière, donc voilà, je préfère vous en avertir. Allez, c'est parti. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce livre numérique, c'est qu'Anna Cortez fait le lien entre son propre cheminement personnel et puis la connaissance des cartes. Et finalement, je trouve ça très nourrissant pour soi et les autres. Elle parle également de la création de son père, de leurs deux cheminements qui les ont amenés à une co-création dès 1993 avec la réalisation de l'oracle des cartes à jouer. Donc dans une première partie de ce livre, qui est très simple à lire, elle parle de sa famille, de son parcours en l'illustrant par des cartes, et c'est ce qui m'a plu également parce que on voit comment elle utilise la carte et quelle signification elle a pour elle. Donc première partie, elle parle de sa famille, et deuxième partie, elle parle de ce que sont pour elle les cartes et la lecture des cartes. Et dans cette deuxième partie qu'elle appelle bootleg, donc alcool de contrebande, donc pur et dur, elle explique comment utiliser n'importe quelle méthode de lecture de cartes et surtout la transformer en une pratique sacrée. Parce qu'en fait, il y a une dimension hautement spirituelle chez elle, comme dans l'œuvre de son père. Et j'ai bien aimé, j'ai retenu aussi comment elle considérait en fait le deck. Donc le deck qu'elle appelle d'ailleurs la meute des 52. Pour elle, c'est en fait un livre qu'on feuillette, qu'on ouvre, dont les pages en fait ne sont pas numérotées et qui produit des histoires toujours différentes. Donc quelques mots sur la situation d'Anna Cortez aujourd'hui. Elle vit donc à Santa Fe au Nouveau-Mexique. Parmi ses titres précédents, citons The Playing Card Oracle, un livre source pour la divination, The Teacher Within, alors je ne l'ai pas lu celui-là, et puis son dernier oracle, Les Portes de Somnipit, deck et livre, parce que vraiment le livre est incontournable, il me semble. Ce qui me paraît aussi important dans cette vidéo, c'est aussi de rendre hommage à la création de Monsieur Freeman et d'Anna Cortez. Donc Monsieur Freeman, c'est J. Freeman, Charles Jonathan Freeman, je crois, qui est parti donc en juin 2010, qui était écrivain, qui était un artiste autodidacte, peinture à l'huile, dessin à l'encre, qu'il peignait avec ses doigts. Il n'a pas eu de formation particulière. D'après ce que je comprends, il a commencé à peindre ce qui deviendrait plus tard des illustrations de ses decks, sans qu'il n'y ait au départ d'assignation particulière à la signification de ses œuvres. Et j'ai cru comprendre, en lisant le livre de Somnipit, que son inspiration, que son lien avec d'autres dimensions, sa muse en quelque sorte, était en fait sa sœur jumelle qui est partie à la naissance et avec l'esprit de laquelle il avait un lien important toute sa vie.
Donc en fait, Monsieur Freeman, c'était quelqu'un qui avait une culture importante au niveau de l'histoire de la cartomancie, d'après ce que j'ai compris, mais qui n'était pas un lecteur assidu de cartes. C'est pas quelqu'un qui pratiquait la lecture des cartes. C'était un créateur, quelqu'un de très instruit. Donc elle évoque sa curiosité, son attirance pour les choses qui sortent de l'ordinaire, sa propension au rêve et au surnaturel. Et en fait, je pense que c'est la raison pour laquelle Anna, quand elle parle de son père, en fait, elle présente la carte du roi Sol. Le roi Sol, c'est le roi de l'alchimie. L'illustration figure dans le livre numérique Oracle Alchimie. C'est la dernière illustration du roi de trèfle que M. Freeman ait peinte. Le roi de trèfle appartient au royaume d'Étra. C'est le royaume du souffle, le royaume de l'esprit. Alors, Anna Cortés a également associé son père au roi de cœur. Parce que, en fait, Nicomia, le roi de cœur, c'est un archétype qui représente une énergie très expansive. Son père avait dit à ses filles qu'il avait écrit leur nom dans le manteau du personnage. Elle dit que même si son père est décédé, il vit en elle et que leurs âmes sont liées. Donc, en dehors de cette relation affective avec son père qui est centrale chez elle, et c'est la co-création qui les lie, la co-création artistique, donc, d'abord du deck Playing Card Oracle, qui a permis à chacun de partager d'abord ses talents créatifs, de créer un lien artistique autour de ces cartes, une co-création qui les a élevés tous deux. Et je trouve que c'est le fondement noble en fait de la collaboration. Réaliser ensemble quelque chose qui nous dépasserait individuellement. Anna Cortés se présente comme étant la première-née, donc d'une fratrie de filles, jusqu'à l'âge de 7 ans. Elle évoque la plénitude de l'as de pique. On sait que le royaume de Pique, qui porte le nom magique de Terra dans les portes de Somnipit, c'est l'ancrage, tout ce qui est du domaine physique, dans sa partie, on va dire, la plus positive. Et l'as de Pique, eh bien, c'est Terra Incognita. L'apparition de cet as, nous dit-elle dans son livre, The Playing Card Oracle, nous avertit de ne pas nous fier uniquement aux formes sur cette terre, qui sont en effet des châteaux de sable. Donc pour elle, en fait, il y a eu un événement cataclysmique à l'âge de 7 ans. Ça a été le divorce de ses parents en 1971. Et pour elle, ça a été une déflagration qui a été suivie à l'adolescence par le début de l'anorexie, puis des années plus tard par la boulimie. Elle dit que peu d'enfants avaient des parents divorcés et elle se souvient que son oncle essayait délicatement de lui expliquer ce que ce mot signifiait. Elle dit que le monde entier était déchiré en deux. Le 2, sur un plan numérologique, porte la première division. C'est la combinaison de la Terre, signifiant, comme je vous le disais, les réalités corporelles. Et dans les mots-clés qu'on retrouve dans The Playing Card Oracle, on lit opposition, division, conflit, incapacité à trouver une solution, guerre, dispute, trouble intérieur, besoin d'harmonie, de coopération. Donc tout ça se passait dans les années 70 à une époque où les troubles de l'alimentation étaient peu connus. Jeune adulte, elle a finalement déménagé,
quittant le Midwest, elle travaillait à temps partiel et elle se sentait très seule. Elle présente alors l'illustration du 9 de pique, qui au départ s'appelait le carnaval des âmes perdues, et qui représente les âmes terrestres qui sont perdues ou piégées, et qui pointent généralement vers une dépendance ou des attachements psychiques. Le 9 de pique indique des situations qui sont devenues incontrôlables. Le 9, sur un plan numérologique, c'est le dernier chiffre. Ici, les pipes sont des cartes qui vont de 1 à 9 et ça a énormément de sens, autant pour les pipes que pour les cartes des cours. Les 9 derniers chiffres qui englobent l'expérience de tous les autres chiffres. Les 9 sont des portes de sortie et donc qui ont une dimension magique très très importante, comme les 1 sont des portes. Ils symbolisent des forces primordiales. Cependant, ces forces sont en grande partie latentes. Aujourd'hui, on est rentré par la porte d'Agana. Et je reprends mon récit sur le parcours d'Anna Cortez qui nous avait amenés au 9 de pique. Dans cette situation de souffrance, instinctivement, elle a alors commencé par méditer. Puis elle a suivi une approche de l'anorexie qui parlait d'amour inconditionnel, d'affirmation et de travail sur la respiration. Elle a trouvé d'ailleurs un coach respiratoire qui l'a aidée gracieusement et qui l'a accompagnée dans des exercices mêlant le comportement relatif à l'alimentation et l'immersion dans le moment et l'amour inconditionnel de soi. Et d'ailleurs, ce coach lui disait « Je dis que tout ce dont vous avez besoin pour être heureux existe en ce moment. Il n'y a pas mieux que ça. » Et ça, c'est une phrase qui l'a aiguillé dans son cheminement. Il n'y a pas mieux que ça. Tout se passe en ce moment. Et cette notion d'immersion dans le moment, cette place accordée au temps présent, c'est quelque chose de fondamental, me semble-t-il, d'après ce que j'ai compris dans la lecture d'Anna Cortez. Il faut être prudent quand on appréhende le calendrier lunaire fixe d'Anna Cortez avec ses cartes comme étant un calendrier prédictif. C'est pas tel jour il va m'arriver telle chose, parce qu'elle a une appréhension du temps qui laisse beaucoup de place à la liberté. Le futur n'est pas écrit. La représentation de ce qui pourrait être le futur avec les cartes, ce sont des projections de ce qu'est pour vous aujourd'hui votre présent. Comment dans ce présent vous vivez avec les émotions, les difficultés, les joies également. Donc dans ces livres, elle revient beaucoup sur cette appréhension du temps et d'ailleurs ces deux livres parlent de cette appréhension du temps. Et je reprends mon récit sur le chemin de guérison d'Anna Cortez, où, ayant appris à défusionner l'alimentation de l'affect, elle nous parle de la reine de trèfle. Et donc en fait, cette reine de trèfle englobe les concepts tels que la respiration, les rêves, ce qu'une personne pense et projette mentalement. Et pour Anna Cortez, elle dit « Tester mes ailes dans les royaumes invisibles tout en apprenant à maîtriser le trouble de l'alimentation dégoûtant. » Elle estime que le trouble de l'alimentation entre 15 et 30 ans a changé le cours de sa vie. Elle a raté en quelque sorte une période dorée, mais c'était un apprentissage inestimable, dit-elle, et une préparation pour les défis à venir. Donc elle présente une version du
10 de pique, une version de Térène. C'est une des illustrations préférées de son père, qui n'est présente dans aucun deck, où Térène, le 10 de pique, est inspiré par Brigitte Bardot. À travers cette carte, elle indique qu'elle récupère peu à peu de l'énergie et la volonté d'en finir avec cette bête hideuse qui la hante. Dame, qui représente un personnage archétypal plus jeune, plus agité que la reine, moins posée. Térène est au service, modeste. C'est une part inversée de Morgane. La vie se déroule et Anna raconte qu'à la suite du divorce de ses parents, elle et sa sœur voyaient leur père durant leur droit de visite et jeune adulte, elle fit la connaissance avec ses différentes compagnes. Après l'obtention de son diplôme secondaire, juste avant son entrée à l'université, elle a passé des vacances chez son père qui habitait alors Denver dans un bâtiment victorien peuplé de ses nombreuses peintures de lady. Elle fit la connaissance de sa nouvelle compagne qui s'appelait de son surnom Lénie. Lénie Hélène Badler. Alors Lénie, elle aussi, avait un trouble de l'alimentation. Durant ce séjour, en fait, Anna restait donc avec Lénie et elles sont devenues amies. Lénie a été première en fait à photographier les peintures de son père et à les coller sur des cartes à jouer. Son père donc a enseigné à Lénie quelques techniques de base de lecture, nous dit-elle, mais Lénie donc a développé des méthodes de lecture. Et notamment, elle a associé des correspondances avec le cycle lunaire. Donc, Lénie a inspiré certaines peintures et représenté dans l'illustration de la Dame Corbeau de la Wicca, qu'elle appelle, je crois, dans les portes de Somnipite, la cueilleuse. Donc, dont le mot-clé est occulte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle dit qu'à mains égards, elle ressemblait à un corbeau, et puis parce qu'elle lui a fait regarder les pics dans les cartes à jouer comme des petites silhouettes de corbeaux. C'est environ une quinzaine d'années après qu'Anna Cortès retrouve le chemin de la cartomancie. Père et fille se rejoignent pour un projet artistique et donnent naissance à un livre et un jeu. Un livre d'Anna Cortès, un jeu donc, qui s'appelle le livre d'images du destin et de la fortune. C'était aux environs de 1996. C'était un jeu et un livre auto-édité à Denver, grand format pour les cartes, grand format bleu. Et pour finir, petit résumé du parcours de l'édition. 81-82, auto-édition, des photos collées sur des cartes à jouer. 1996 environ, le livre d'images du destin et de la fortune avec le livre d'Anna Cortès, grand format, auto-édité à Denver, pressé à la main, édité dans différents formats, je crois, et notamment dans un grand coffret carton qui était magnifique. Donc tout ça est devenu très rare maintenant. 2001, première auto-édition noire, sous le nom Le livre d'images de Madame Zo, du nom de la voix que son père entendait dans sa tête et qui l'inspirait pour la création de ses contes. Et puis, il y a eu également en 2015 une édition qui s'est appelée l'édition Alchimie.
La charge de l'auto-édition étant relativement forte, la famille donc a décidé de signer finalement avec US Game, qui a donc repris le livre et le deck. Anna Cortés a également tenté en fait une édition par le biais de Kickstarter, donc dans un deck qui s'appelait le Royaume des Parias et qui était plus un jeu d'art et qui n'a malheureusement pas été financé. Et puis en 2023, Anna Cortés a publié Les Portes de Samlépit après avoir retrouvé des peintures à l'huile et des photos dans cette édition de collection, magnifique édition. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je vous salue, pèlerins, pèlerines, j'espère que vous avez apprécié cette petite rétrospective. À bientôt!